est 22 heures. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État a inauguré aujourd'hui le nouveau centre d'exposition international ainsi qu'un complexe hôtelier et un hôtel sur le site de l'ancien port de Djibouti. En Afghanistan, au moins 1000 morts dans un séisme. Le bilan pourrait encore s'alourdir après les secours. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce jeudi matin à l'inauguration d'un complexe immobilier composé d'un centre d'exposition et d'un hôtel sur le site de l'ancien port de Djibouti. Ces nouvelles réalisations en valeur d'acte 1 dans la transformation de l'ancien port de Djibouti en une plateforme intégrée de développement qui sera dotée à terme aussi d'un port de plaisance, de tours jumelles et d'un nombre important d'enseignes de commerce. Le dispositif économique en perspective visé à travers cette initiative portera le nom de Red Sea World en conformité à la détermination de Djibouti à cadrer avec un profil de hub des affaires et de la finance internationale. Le centre d'exposition et l'hôtel inauguré ce matin reposent tous deux sur une superficie de 4050 mètres carrés. Infrastructure complémentaire, ces locaux accroissent sensiblement l'offre touristique de Djibouti. Cela en raison du fait que le centre d'exposition allie les technologies les plus modernes et qu'il s'arrime aux vertus de plateformes de haut de gamme pour la réalisation d'une visibilité maximale aux dispositions touristiques et culturelles de la République de Djibouti. Quant à l'hôtel Escale International Hotel, il est doté d'une capacité d'accueil de 121 pièces en format divers, dont des chambres classiques et d'appartements aux standards plus élevés. À son arrivée sur le site de la cérémonie, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le ministre du Commerce et du Tourisme, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et par l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Le président de la République a tout de suite après son arrivée dévoilé la plaque inaugurale de cet arche flambant neuf. Le président de la République était accompagné à cette cérémonie d'inauguration de ce complexe immobilier, de la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. La China Merchant Group, société chinoise spécialisée dans la conception, la réalisation et l'exposition d'importants édifices économiques, et partenaire de Djibouti dans la mise sur pied du projet Red Sea World, évalué au coût global de 350 millions de dollars. L'ambassadeur de Chine à Djibouti, Hu Bin, a pris part à cet événement. Il a mis surtout à profit une allocution faite à la tribune de cette cérémonie pour réitérer la volonté de son pays à poursuivre la coopération gagnant-gagnant avec la République de Djibouti. Jabuuti horow markeeda markastaba ku hawlani waa madaxweynaheena aragtida fog mudnaanta siiyay horow markeena waa dhismayaal macraaro caalamiya kana hawlgala xafiisyo muhiima fikirka igsiga Jabuuti horow markeeda markastaba ku hawlani waa madaxweynaheena aragtida fog mudnaanta siiyay horow markeena waa dhismayaal macraaro caalamiya kana hawlgala xafiisyo muhiima
Et dans la série des interventions, l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie et a rappelé donc les liens historiques et fraternels qui unissent les deux nations. On l'écoute. L'inauguration du projet SPC constitue un nouvel accomplissement de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et Djibouti. Sous la direction des chefs d'État de nos deux pays, notre partenariat stratégique ne cesse de se consolider et s'étendre avec l'approfondissement constant de notre coopération dans divers domaines, comme le Total Multipurpose Port, Djibouti International Free Zone et le chemin de fer, le projet SPC, les grandes zones dont il est pionnier, seront une marque brillante de notre coopération. Ils contribueront aussi aux efforts du gouvernement djiboutien visant à transformer les pays en un club commercial pour promouvoir la diversification de l'économie en vue de réaliser la grande vision Djibouti 2035. Et le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a indiqué que ce projet est basé sur une planification globale intégrant le modèle Port Park City en 5 phases et qui permettra d'avoir un nouveau pôle de développement régional d'investissement. On écoute le président Hadi. Ces investissements sont destinés à concrétiser le modèle PPC, Port Park and City, un modèle intégrant des ports performants, des zones franches et des centres d'affaires, gage de pérennité du succès de notre plateforme, fondamentalement pour la création d'emplois avec plus de 27 000 emplois directs et 5 000 emplois indirects, ainsi que le renforcement des infrastructures majeures par des aménagements adaptés et dignes des plus grands quartiers d'affaires du monde. La délocalisation des activités portières était fortement nécessaire pour l'extension de la ville. De ce fait, nous avons débuté par l'activité pétrolière en 2006, suivie du terminal à conteneurs en 2008, d'Oral Multiple Purpose en 2017, et enfin par le déplacement des marchandises diverses vers le port de Tadjoura. Cela a permis donc de réduire la pollution et le trafic des camions poids lourds qui traversaient la ville du nord au sud. Ce concept a été utilisé par de nombreux pays tels que le dock de Londres et aussi les anciennes installations portières de la ville de Yokohama, réhabilitées dans un quartier futuriste composé d'architecture audacieuse, atypique, aux apports de l'eau. Aujourd'hui, nous commençons la première étape de la phase du projet de transformation du port historique qui sera développé sur une superficie de 22 hectares avec un montant total d'investissement qui s'élève à 350 millions de dollars. Ce projet de régénération du port historique de Djibouti est une étape majeure qui témoigne de l'avancement de notre pays, d'ores et déjà réputé pour être une plateforme portière et logistique mondiale. Et enfin, le ministre du Commerce et du Tourisme a indiqué que ce projet contribuait donc à la progression de la vision 2035 de la République de Djibouti avec une stratégie nationale de développement visant à maximiser notre position géostratégique. Il est indéniable que le tourisme s'impose aujourd'hui comme un secteur incontournable du développement économique et des échanges internationaux. Notre pays, riche de ses potentialités et ses spécificités géographiques, culturelles, a toujours su tirer les meilleures parties de ces secteurs en perpétuelle évolution. La réalisation de ces infrastructures du projet Red Sea s'inscrit dans la politique de développement économique dont l'objectif est d'améliorer considérablement la position de Djibouti sur l'échiquier mondial. Ceci permettra également d'augmenter la capacité d'accueil et d'attirer davantage d'investisseurs internationaux. À l'ère de la zone de libre-échange africaine, CELECAF, l'accomplissement de ce projet
vient renforcer davantage la capacité réelle de notre pays à se positionner comme le centre du commerce international en Afrique de l'Est et un logistique pour la région. Ce projet d'envergure majeure aura des retombées multiples qui seront grandement bénéfiques pour notre République. Il permettra de moderniser l'environnement urbain de la capitale par la création d'un environnement propice pour les affaires à travers la mise en place de ce centre d'exposition qui couvre une surface totale de 4 950 m² avec toutes les facilités nécessaires comme des bureaux et des centres commerciaux. Une fois les discours des officiels terminés, le président de la République, toujours accompagné de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a effectué une visite guidée, dirigée par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi. Le chef de l'État a pu constater les différents projets réalisés et ceux à venir, ainsi que la maquette principale du projet au complet. Ce projet de grande envergure est situé au nord du centre-ville de Djibouti avec une superficie totale de 22 hectares et aura pour mission de promouvoir la croissance de notre économie ainsi que le développement du commerce et du tourisme. Une aubaine pour toute la chaîne industrielle qui permettra d'augmenter le flux de personnes et créera de nombreux emplois tout en améliorant considérablement le statut de Djibouti en Afrique de l'Est et faisant de cette zone une zone commerciale incontournable. Tablay, negaiti tablay, ableh mi'ini, ableh mi'inko, negaiti tablay, negaiti tablay. Isora sabau, tamanna lele. Isora sabau, tamanna lele. Isora sabau, tamanna lele. Isora sabau, tamanna lele. kumman yaisenke hiya foha faninu fohat linabba maglabne kumman yaisenke hiya foha faninu fohat linabba lemali seke tate tabisile falitna kulsa maya kewaita lemali seke tate tabisile. Et à l'issue de la cérémonie et des interventions, le président de la République nous a accordé une interview dans laquelle il a indiqué que nous avons accompli aujourd'hui un objectif tant attendu depuis longtemps et nous assistons à l'inauguration de la première étape sur 5 étapes à venir de cet important projet. Nous informons, a poursuivi le chef de l'État, les citoyens de l'importance des efforts que nous faisons pour rendre notre pays incontournable commercialement et bien sûr financièrement. Les portes sont désormais ouvertes à tous les commerçants pour exposer leurs produits, services et autres, ainsi que les grandes conférences africaines et mondiales sur le commerce et l'innovation qui peuvent se tenir ici, dans les quartiers des affaires, a poursuivi le chef de l'État. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République la nouvelle ambassadrice de la République du Soudan auprès de Djibouti, Mme Rahma Saleh Al-Ubaid. Il y a lieu de préciser que Mme Al-Ubaid a le statut d'ambassadeur résident extraordinaire et plénipotentiaire de son pays auprès de la République de Djibouti. Et dans une brève allocution faite à l'occasion de la remise de ses lettres de créance, la nouvelle représentante de la République du Soudan auprès de Djibouti s'est réjouie des liens séculaires
tissée par le fil de l'histoire, de la culture et de l'appartenance à la même religion entre les deux pays et les deux peuples frères. Elle fit ensuite état de sa motivation à œuvrer au renforcement des relations de solidarité, d'entraide et d'échanges économiques entre les deux nations. Nous l'écoutons. وبالتقدم والنماء لشعب جيبوتي الشقيق من أخيكم الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي. السيد الرئيس، يشرفني كثيراً أن أقف أمامكم اليوم لتقديم أوراق اعتمادي سفيرة للسودان لدى جمهورية جيبوتي الشقيقة. République Ismaël Omar Guelleh prit lui aussi la parole lors de cette audience. Il a dans cette intervention souhaité tout d'abord la bienvenue à Djibouti à la nouvelle diplomate soudanaise. Il décrit ensuite le caractère privilégié des relations djibouto-soudanaises comme le produit de communautés de valeurs, de culture et de destin entre les deux nations. Soyez sûre, Madame l'ambassadrice, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire à l'accomplissement de notre noble mission, a déclaré en substance le président Guelleh. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris part à cette audience. A noté également la présence à cet événement de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Fathia Jama Udine. La représentation nationale a tenu ce jeudi, conformément à l'article 22, alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, la troisième séance publique de la première session ordinaire de l'année. La plénière s'est déroulée sous la conduite du président Mohamed Ali Ahmed, avec la participation du Premier ministre, des parlementaires et des membres du gouvernement. Au menu de cette première séance plénière, l'adoption de 2 textes législatifs et des questions au gouvernement. Le premier texte a porté sur le projet de loi numéro 151, portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, alors que le second a concerné le projet de loi numéro 152 portant ratification de l'accord de financement pour le projet de corridor économique régional de Djibouti. En préambule de la plénière, le chef du Parlement a ouvert la séance en soulignant les règles régulant la phase législative comme des stipulations relatives à la partie des questions au gouvernement. Et après les échanges et adoptions des textes à l'ordre du jour submentionnés, cette séance publique a été également marquée par les questions au gouvernement qui fait suite au débat sur la politique générale. Saisissant cette occasion, les élus de la nation ont abordé plusieurs interrogations sur les grands axes prioritaires tels que l'économie, l'approvisionnement alimentaire, les accords bilatéraux commerciaux, la sécurité routière et les actes d'état civil. Plusieurs ministres ont répondu aux différentes questions et remarques présentées par le député. Le Premier ministre, pour sa part, a assuré que le gouvernement prendra en considération toutes les questions et remarques des parlementaires et assurer l'amélioration de la gouvernance publique, de l'accès aux services de base, revenant à maintes reprises sur les thématiques des engagements de l'exécutif sur la scène régionale que sur le billet des affaires domestiques. Au terme des interventions des inscrits et après l'obtention des compléments d'information, le président Ahmed a procédé à la clôture des travaux de cette troisième séance publique. Et à présent, voici donc les interrogations des représentants du peuple à l'endroit des membres du gouvernement. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, les votes de 2 projets de loi ayant pris fin, à présent, nous allons procéder à l'exercice du contrôle parlementaire où en découleront naturellement les questions au gouvernement sur la continuité de la plénière précédente datant du 26 mai. Cette dernière durera, s'il vous plaît, 1 heure. Nul besoin de vous rappeler que chaque parlementaire ne peut saisir qu'un ministère et qu'il y a un temps de parole à respecter. Et donc les membres du gouvernement ont également donc répondu aux interrogations des députés. La question sur le marché local, comme vous le savez, le marché local d'Amboli se trouve dans un état lamentable.
Et il est presque inaccessible à tous nos braves concitoyens, Humbili Jabel. Ma question à Monsieur le ministre, je crois, de l'Intérieur. Avez-vous, Monsieur le ministre, une stratégie pour réhabiliter ce lieu afin de répondre aux aspirations et aux attentes de nos braves concitoyens Humbili Jabel? Ma question s'adresse au ministère des Affaires musulmanes et des biens et de Waqf. Vous avez augmenté le frais de Hajj. Au début, vous avez mentionné que c'était 725. Après, vous avez ajouté 30 000. Vous dites que pendant 3 jours, à Mina, les gens vont dépenser 217 000. Là-bas, on dort sous des tentes. Et par la suite, donc, les membres du gouvernement ont apporté des éclaircissements aux interrogations des parlementaires. Nous avons entamé des discussions avec Madame la ministre chargée de la solidarité pour pouvoir effectivement voir ensemble comment aussi bien cette structure au niveau surtout en pavé qui permettent d'être réhabilités, mais également aussi le mur, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement l'accès de la route, mais également aussi le mur lui-même de l'autre côté de la mosquée est détruit. Et là aussi, également aussi, le mur doit être fait. Mais vous savez qu'on ne peut rien faire sans des financements, et je fais appel effectivement à toutes les instances qui interviennent dans ces financements pour pouvoir honorer cette demande qui vient de la population. Vous n'êtes pas sans savoir que le Hajj de cette année, en 2022, intervient après 2 années d'interruption. Vous connaissez très bien les aspects exceptionnels qui a marqué le Hajj de cette année. Tout ce qui concerne l'augmentation nous prévient de l'Arabie Saoudite. Le Hajj, on n'organise pas ici à Djibouti. D'où vient l'augmentation? Tu peux me demander. Je vais vous donner quelques indicateurs révélateurs, espérons. On va commencer par, à titre d'exemple, les frais liés aux services et présentations à Mina et à Arafat sont passés de 900 riyals auparavant, soit 45 000, à 4 340 riyals saoudiens, ce qui est 217 000 francs Djibouti. La différence c'est quoi? 172 000 francs Djibouti. Tenez ça, s'il vous plaît. Le prix des hadis, vous connaissez certainement les hadis, sacrifice, le bouton. C'était, comme vous avez déjà signalé, a augmenté 20 000 francs, ce qui fait 49 000 francs maintenant. Le prix des tickets de l'avion, c'était 142 000 avant, et maintenant c'est 180. La différence c'est quoi? 38 000 francs Djibouti. Ajouté aussi. Il y a donc les frais de visa, l'assurance sanitaire, des nouveautés aussi cette année qui nous vient de l'Arabie Saoudite. Le total est 30 000 francs. Le total c'est combien, monsieur le député? 260. L'année 2019 c'était combien? 493 600 ajoutés. Nous n'avons pas encore ajouté le TVA qui est 15%. Nous n'avons pas encore ajouté d'autres services dont, alhamdulillah, Rabbil Alamin, le président de la République est là, le gouvernement de la République est là. Tous les pays voisins sont plus chers que la République de Djibouti. Et les parlementaires ont également saisi le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed concernant les différents points à l'ordre du jour de cette séance. Les efforts déployés par notre gouvernement, l'accès au logement constitue une préoccupation majeure pour notre population. Ceci est encore plus vrai à Obok, surtout pour les jeunes salariés aux revenus modestes qui sont confrontés à la cherté des loyers. Conscient de ce défi et fidèle à sa politique du logement pour tous, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a, depuis son accession à la magistrature suprême, lancé un vaste programme
de construction des logements sociaux, aussi bien à Djibouti-Ville que dans les régions de l'intérieur. Cette volonté politique définie, exprimée par le président de la République, s'est concrétisée par la construction, par sa propre fondation, de 100 logements dans presque toutes les régions de l'intérieur. Toujours est-il que dans la même optique, une parcelle de terrain a été octroyée au ministère de l'Habitat pour accueillir les futurs logements sociaux à faible loyer. Mais ce projet n'a jamais vu le jour à Obok. Donc, je voudrais poser ma question à Madame la Ministre. Madame la Ministre, le projet de construction des logements sociaux à Obok est-il toujours d'actualité? Il y avait des déclarations, des pactes internationaux, des conventions et des principes pour la protection et promotion des personnes handicapées. Où sommes-nous de tout cela pour nos frères et sœurs handicapés? Y a-t-il une collaboration avec l'Agence des personnes handicapées, entre l'agence et la masse? Monsieur le ministre de l'Intérieur, nos frontières sont ouvertes. On y entre comme dans un moulin. Mettez en place une politique migratoire et rapidement. Et le Premier ministre a de son côté apporté des éclaircissements aux interrogations des parlementaires. On l'écoute. Le président de la République s'est engagé à effectivement construire des logements sociaux à Djibouti-Ville, comme dans les régions vous-même, vous dites. Je peux vous affirmer qu'il y aura des logements sociaux qui seront construits dans les régions de l'intérieur, toutes les régions. On a commencé déjà ces constructions, notamment à Tadjoura, et ça va continuer dans d'autres régions. Effectivement, il y avait un petit problème au niveau des emplacements, au niveau de la région d'Ali-Sabié, mais je pense que maintenant c'est résolu et la construction va continuer. C'est tout à fait naturel parce que le ministère de la Solidarité ne s'occupe pas uniquement des personnels, des personnes qui sont valides. Comme disait tout à l'heure le ministre de la Justice, il s'occupe de tout le monde, des personnes handicapées comme des personnes qui n'ont pas de handicap, mais qui sont dans une situation vulnérable. Donc, dans ces conditions, effectivement, il y a une relation très importante entre le ministère de la Solidarité et l'Agence des handicapés. Qu'est-ce qui a été fait depuis un certain temps pour les personnes handicapées? Je pense qu'il y avait des textes qui sont déjà passés ici en Conseil, à l'Assemblée nationale, même d'autres décrets qui sont passés en Conseil des ministres et qui démontrent quand même que le chef de l'État ne veut pas laisser des gens qui ont un handicap comme des parias. Au contraire, il les a associés et ils font partie de la société djiboutienne. Un exemple, on demande à chaque département ministériel de recruter des personnes qui ont un handicap. Pourquoi les gens sont attirés par notre pays? Parce que peut-être c'est la stabilité politique et c'est le fait qu'il n'y a pas de guerre dans notre pays par rapport aux pays de la région. Et ce qui fait qu'il y a toujours un attrait de cette population migratoire. Mais quand vous demandez au ministre de l'Intérieur de trouver une solution, les frontières sont poreuses. Les frontières sont poreuses. On ne peut pas se permettre, nous, de faire un mur autour de notre frontière comme a fait Israël par rapport aux Palestiniens en disant cette zone, il est inaccessible. Non, on ne peut pas le faire. Il y a des organisations humanitaires qui sont présentes avec nous et qui discutent avec nous sur ces problèmes migratoires. Dans l'actualité également, nous restons à l'Assemblée nationale. L'institution parlementaire a abrité également aujourd'hui une réunion de la conférence des présidents en vue de fixer l'ordre du jour des projets de loi en instance. Cette conférence conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel,
également pris part à cette réunion du premier et la seconde vice-présidente, du secrétaire questeur, des présidents des groupes et des commissions permanentes. La conférence des présidents a pris connaissance des 5 projets de loi présentés par le gouvernement et décidé de les soumettre à la commission des affaires économiques pour l'étude approfondie. En dernier lieu, la conférence a planifié pour la session extraordinaire et l'organisation de la prochaine séance publique qui va se tenir mi-juillet 2022, Inch'Allah. Dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le ministère des Affaires sociales et de solidarité a lancé le programme d'aide d'urgence. C'est dans ce sens que la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo, a organisé une réunion de coordination et d'échange sur la mise en œuvre de l'aide d'urgence avec les présidents des conseils régionaux et communaux du pays, aujourd'hui dans la salle de réunion du ministère. Et cette réunion, donc, qui avait pour objectif d'élargir avec célérité en fournissant les premières aides alimentaires d'urgence, notamment pour les populations des régions de l'intérieur plus que jamais exposées aux effets concomitants de la sécheresse et de l'inflation des prix des denrées alimentaires. La ministre a présenté la stratégie et le plan d'action du plan de réponse sociale et a échangé avec les présidents des conseils régionaux sur les modalités de sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les premières actions d'aide d'urgence en cette période de soudure estivale. Écoutons la ministre Ouloufa Ismaël Abdo pour plus de précisions. Comme vous le savez, notre pays traverse, donc, à l'instar des pays de la planète, une période très difficile, marquée par la conjonction de plusieurs chocs, les effets socio-économiques persistants de la pandémie Covid-19, la sécheresse, une situation géopolitique régionale et internationale très instable. Ces événements ont eu comme effet de dégrader les conditions de vie de nos concitoyens, notamment les plus vulnérables. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement et à sa tête notre président, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, s'est rapidement mobilisé afin d'apporter des réponses immédiates et soulager nos populations des effets des chocs concomitants. En vous invitant à cette réunion, nous avons donc souhaité vous exposer notre stratégie et notre plan d'action pour le plan de riposte sociale, mais également échanger avec vous sur les modalités de la mise en œuvre, notamment pour ce qui concerne les premières actions d'aide d'urgence durant cette période estivale appelée période de soudure. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que l'alerte sécheresse a été lancée. C'est pourquoi il est impératif d'agir avec célérité en fournissant les premières aides alimentaires d'urgence, notamment pour les populations des régions de l'intérieur, plus que jamais exposées aux effets concomitants de la sécheresse et de l'inflation des prix des denrées de première nécessité. Toutefois, nous ne devons pas également perdre de vue qu'en plus de ces actions ponctuelles, nous devons renforcer la résilience des populations et de nos communautés en fournissant des projets d'autonomisation adaptés comme le renforcement des caisses de résilience ou des activités génératrices de revenus. Pour y arriver, nous devons agir ensemble en conjuguant nos efforts. C'est l'essence et l'esprit même de cette réunion. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin les forces militaires italiennes stationnées à Djibouti, conduites par le commandant de Scotto Di Santolo. La rencontre qui s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du secrétaire d'État a essentiellement porté sur les bonnes relations existantes entre les deux nations, Djibouti et l'Italie, et surtout sur l'implication de cette force dans le développement et la promotion du sport national. Le secrétaire d'État n'a pas manqué de saluer les efforts consentis par ses visiteurs pour l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne, notamment les différents dons aux fédérations sportives, les réhabilitations des infrastructures, etc. Il faut noter que l'intervention de l'armée italienne permet l'amélioration des relations entre les deux nations, mais aussi de multiplier les actions en faveur des jeunes afin de les inciter à la pratique du sport, qui est un vecteur de cohésion. À l'issue de l'entrevue, les deux parties ont procédé à un échange de cadeaux avant la traditionnelle photo de famille. Dans le cadre du projet de riposte contre la Covid-19, mais aussi de la politique de développement éducatif, aujourd'hui s'est achevée la formation en appui psychosocial en milieu scolaire dispensée par la psychologue clinicienne Laurence Omar, consultante principale de cette mission, assistée par un consultant national du projet. Cette formation, qui a duré 4 jours, a vu la participation d'enseignants du primaire, du moyen et du secondaire, mais aussi des surveillants et conseillers principaux d'éducation et des proviseurs et des principaux. Ces journées de formation
riches en échanges et en apports théoriques et pratiques en termes d'éducation psychologique des élèves. Ces formations sont le fruit d'un travail de terrain de plus de 3 mois. Les experts ont sillonné les établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur pour recueillir les témoignages de l'ensemble des acteurs clés de l'accompagnement éducatif des élèves. Les formateurs tiennent à féliciter l'initiative du ministère de l'Éducation nationale qui place l'élève et le bien-être psychologique de l'élève au cœur du système éducatif djiboutien. Avec ce nouveau volet, au-delà de l'aspect pédagogique, le MENFOP ajoute une nouvelle dimension, celle de se préoccuper de la psychologie de l'élève pour une école inclusive et de qualité. J'ai été contacté par le MENFOP qui a voulu un petit peu innover, enrichir l'offre qu'il propose et donc s'intéresser au volet psychosocial en ce qui concerne les élèves. Donc on est allé à la rencontre des enseignants, des élèves, des chefs d'établissement, des surveillants, des CPE et ils nous ont exposé un petit peu les difficultés auxquelles ils étaient rencontrés dans l'accompagnement psychosocial des élèves qui sont soumis à des situations parfois stressantes, anxiogènes, qui vivent des choses compliquées. Et ces choses difficiles ont un impact sur les capacités qu'ils ont à apprendre, par exemple, leurs leçons, à être concentrés, à être dans un bon état d'esprit pour apprendre. Donc ça a été vraiment un travail intéressant de terrain et suite à ce qu'on a récolté auprès de tout ce personnel-là et de ces élèves, on a élaboré donc un guide qui soit vraiment basé sur ce qui se passe à Djibouti. C'est vraiment un guide qui est pour Djibouti, adapté au public djiboutien. C'était ça qui était intéressant et qui a vraiment été pour moi innovant dans ce travail-là. Donc on s'est intéressé aux problématiques djiboutiennes et donc on a proposé ce guide avec des exemples concrets de situations concrètes qu'on a connues et ça permet normalement aux encadrants de pouvoir venir piocher des idées dans ce guide pour accompagner les élèves au mieux et surtout les comprendre et pour pouvoir les aider au plus près de la difficulté. Tenue des travaux de la 4e session de la commission mixte entre Djibouti et l'Arabie Saoudite s'est déroulée le 22 juin dernier à Riyad, en Arabie Saoudite, sous la coprésidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et du sous-secrétaire d'État de la planification et de l'information au ministère des Transports saoudien, Mansour Al-Turki. À l'ouverture, des allocutions ont été échangées entre les chefs de 2 délégations, exprimant leur satisfaction de cette rencontre et leur disponibilité à renforcer une coopération fructueuse entre les 2 pays. Ils ont également indiqué que les relations entre Djibouti et l'Arabie Saoudite ont connu des avancées prometteuses dans divers domaines et secteurs importants et ont exprimé leur satisfaction quant à l'excellence des relations, notant que celles-ci ne manqueront pas d'accroître davantage eu égard au potentiel économique des 2 pays frères. À l'issue des travaux, la 4e session a été couronnée par la signature conjointe des 2 parties du procès verbal de cette session de l'accord de coopération bilatérale en matière de liaison maritime et le renouvellement et la reconduction de l'accord de coopération entre l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de Djibouti et de l'Institut du Prince Saoud Al-Faisal pour les études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères saoudien. Direction Ali Sabié pour clore l'actualité nationale. La police de la région d'Ali Sabié a célébré le 45e anniversaire de la création de la police nationale dans l'enceinte de leur détachement. Cette cérémonie, présidée par le préfet de la région, Moussa Aden, a regroupé plusieurs membres du conseil régional, le président du conseil régional, le vice-président et le directeur général de l'hôpital régional, le colonel chef de corps de l'armée, Roble Mohamed Abdallah, les responsables frontaliers éthiopiens, des personnalités civiles et chefs coutumiers qui ont assisté au déroulement de l'événement. À noter que la cérémonie de commémoration a démarré par le passage en revue des troupes et le salut du drapeau par le préfet de la région accompagné du commandant Mahdi Omar Jama, chef du détachement de la police d'Ali Sabié. Après le passage et le salut du drapeau, le commandant Mahdi a lu d'un ton solennel un long discours du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin.
propos du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kain, à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la création de la police nationale. Aujourd'hui, 45 ans d'efforts et de sacrifices que la police nationale a concrétisés avec abnégation et rigueur. 45 ans de devoirs accomplis dans la protection de nos concitoyens et de leurs biens. 45 ans de bons et loyaux services réalisés au centre d'une société très exigeante. Aujourd'hui, la police est appréciée et reconnue comme service d'utilité publique par la population djiboutienne. La police est visible, présente, disponible et bienveillante à tout moment pour assurer, assister, aider et intervenir en situation classique ou exceptionnelle. Et puis, les soldats de la police détachement d'Ali Sabié sur place ont effectué un défilé sur la route devant la caserne. Cette journée s'est clôturée par un rafraîchissement offert par la police nationale aux invités venus participer à cette cérémonie. International, au moins 1 millier de personnes ont été tuées et 1500 blessés dans un puissant séisme qui a frappé une zone frontalière isolée du sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi, selon les autorités qui craignent que le bilan ne s'élève encore. Le secrétaire général des Nations Unies a assuré que l'ONU était pleinement mobilisée pour aider l'Afghanistan avec le déploiement en cours d'équipes de premiers secours et l'envoi de médicaments et nourriture vers la zone touchée. Le gouvernement afghan craint que le bilan n'augmente encore au fil des opérations de secours. Le séisme d'une magnitude de 5,9 est survenu à une profondeur de 10 km tout près de la frontière avec le Pakistan, selon l'Institut sismologique américain. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.